pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, je parlais vite fait un peu de nous, qui nous sommes, Slavs et Tatars. Nicolas a parlé un peu de nous, justement, on est un groupe d'artistes, un collectif d'artistes qui s'est dédié à une région du monde qui est entre l'ancien mur de Berlin et la grande muraille de Chine. C'est une géographie autant politique qu'imaginaire. Et on a commencé comme un groupe de lecture. C'est-à-dire, il y avait, depuis 10 ans maintenant, on a publié 8 livres, dont je pense 3-4 sont disponibles ici à la librairie. Mais ce soir, on va parler de, justement, la première lecture conférence performance qu'on a faite en 2009. Et les 3 dates, pour reprendre ce que disait Nicolas, 2009, c'est l'année où on a conçu cette conférence. C'était l'année où on fêtait la chute du mur, les 20 ans de chute du mur. Et donc tout le monde voulait prendre le crédit, tout le monde voulait se féliciter d'avoir été celui qui a poussé le mur. Pour reprendre les mots de Reagan, est-ce que c'était Reagan qui a fait tomber le mur? Est-ce que c'est les Polonais? Est-ce que c'était les Tchèques de Prague? Ou est-ce que c'était les Hongrois de 56 qui ont été responsables pour justement cette fin de communisme. Et 89, donc le chute de mur, 89 c'est une sorte de pèse-livre. On dit bookend, c'est ça, pèse-livre, qu'on met sur les étagères. 89 c'était le pèse-livre de 1917, en quelque sorte, c'est-à-dire ce qui a lancé le communisme avec la révolution russe a pris fin, c'est abouti, a fini en fait en 89. Et 79, c'est la révolution iranienne. La 79 est considérée comme le deuxième événement le plus important du XXe siècle, après la révolution russe, justement pour ce qu'il a engendré, pour ce qu'il a fait naître, c'est-à-dire l'islam politique. Et l'islam politique a remplacé le communisme comme le défi, disons, des sociétés libéraux ou démocratiques de l'Occident. Ce n'est pas une coïncidence d'ailleurs que la révolution iranienne a eu lieu en 79, les mêmes années presque que l'Union soviétique a envahi l'Afghanistan, qui était une sorte de début de la fin. C'est-à-dire le moment où l'URSS a commencé à chuter, c'est à ce moment-là justement que l'Iran a remplacé l'URSS comme l'ennemi numéro 1, comme le grand monstre dont on parle dans les actualités pour des raisons plutôt, je dirais mensongères, mais on parlera de ça. Moi-même, je viens du Texas, et le Texas a une idée de soi-même un peu exagérée, comme la France, comme la Russie, comme le pays, bizarrement, dans lequel j'ai vécu pas mal de ma vie. Et d'être iranien au Texas dans les fins des années 70, c'était un peu l'équivalent d'être un Russe ou un communiste en Amérique dans les années 50, c'est-à-dire on était suspect. La prise des otages a mis en premier plan l'Iran comme une sorte de... C'était la première fois qu'un pays avait défié les États-Unis sans que ça soit un proxy, sans que ça soit l'acte d'un tiers, ou sans que ça soit un acte de la part de la Russie ou de l'Union soviétique. C'est-à-dire, le Vietnam était une guerre de proxy, comme on dit. La prise des otages en 79, c'était la première fois qu'un pays a fait face aux États-Unis et que les États-Unis n'a pas pu, en fait, s'en sortir. Ils ne savaient pas quoi faire. Et d'ailleurs, cette prise des otages de 55 otages pendant 444 jours a lancé plusieurs choses, dont le cycle des actualités 24 sur 24, qu'on voit maintenant dans plusieurs chaînes, France 24, Al Jazeera, CNN, BBC. À l'époque, il n'y avait pas ce genre, il n'y avait que les actualités à 22h, à 21h, à 19h. Mais avec cette prise des otages, il y avait une émission qui a été lancée qui s'appelait Nightline. Et tous les soirs, après les actualités du quotidien, il y avait une émission qui s'appelait Nightline où on parlait, on racontait ce qu'il y avait de nouveau dans cette prise des otages. Et bien entendu, au bout de 2 semaines, il n'y avait pas grand-chose à dire. Tu vois, on avait fait le tour de la question. Donc on commençait à parler, cette idée un peu hystérique de répéter tout le temps. Si vous regardez les BBC ou France 24, au bout de
9 minutes, vous revoyez, il repasse ce que venait de passer. Donc, il y avait une sorte de creux, une vide qui devait être remplie. Et moi, les seules occasions où j'ai vécu des insultes de sorte raciste, genre retournez d'où vous êtes venu, go back to where you came from, bizarrement, c'était toujours dans les stations-service. Et il m'a fallu, je pense, 20 ans pour comprendre, est-ce que parce que les racistes ont un sens géopolitique très aigu, ils comprenaient le rapport entre l'Iran et les États-Unis, la raison pour laquelle mes parents étaient là dès le début. Ils étaient là pour faire des études à l'Université du Texas, dans le département de pétrole, parce que l'Université de Texas, c'était d'ailleurs, je pense que nous tous, on est à 6 degrés de pétrole, qu'on le veuille ou pas. Et à l'époque aussi, il y avait une chanson que vous connaissez sûrement, la chanson de Beach Boys, Bar, 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 Baran. Moi, j'étais convaincu qu'ils chantaient Bam, 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 Baran. Et je ne comprenais pas comment ça se fait qu'une groupe de rock un peu innocente, genre le groupe chouchou des Américains, puisse chanter une chanson si méchante à mon égard, à l'égard de ma culture. Et en fait, il y avait une chanson qui s'appelait Bam 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 Iran, mais c'était pas celui que j'écoutais. En fait, je faisais l'amalgame. Parce qu'il y avait une chanson, ça passait pas à la radio, je pense pas. Peut-être je me trompe. Ce groupe-là, ils ont l'ignominie d'être aussi les chanteurs d'une autre. Ils sont revenus pour faire une sorte de tour de réunion avant la guerre en Irak en 2003, l'invasion en Irak, je devrais dire. Ils ont fait une version de Yakety Yak, Bomb Iraq. Et encore reprendre une chanson des années 50, 60 pour des buts un peu guerrières, dirais-je. Mais les paroles, en fait, sont assez intéressantes parce on voit, par exemple, All Uncle Sam's getting pretty hot, time to turn Iran into a parking lot. Tu vois, donc, l'oncle Sam est en train de se fâcher, donc il est temps de rendre l'Iran dans un grand parking. Et l'idée, en fait, donc il y avait une appréciation du rôle, encore une fois, du pétrole, du rôle de la voiture dans la culture américaine, et dans cette colère que les Américains, ou que certains Américains avaient vis-à-vis l'Iran en 79. Mais cette colère était réciproque, dans le sens où si même aujourd'hui vous allez à Téhéran, dans la place centrale à Téhéran, il y a un fresque, un muraille en fait, où c'est écrit l'Amérique soyez en colère contre nous, et de cette colère périssait, on mourait. Donc cette colère était bidirectionnelle, n'était pas juste dans un sens. Quand le Shah a fêté les 2500 ans de royauté en 71, dans le désert près de Persépolis, c'était un événement le plus luxe possible. Il a fait appel à Maxime pour la couverture, les tables. Il a fait des tentes dans le désert climatisées pour les invités des rois, des premiers ministres, etc. Il y avait Lanvin qui a fait le costume. Et c'était une sorte de début de la fin aussi pour cette monarchie. D'ailleurs, déjà parce que il n'y avait pas 2500 ans continus de royauté, c'était complètement faux. Le Shah, son père, était arrivé au pouvoir un coup d'État. Il s'est juste baptisé en Shah, en certain sens. Mais aussi parce que 8 ans plus tard, il ne serait plus là. Et à l'époque, Khomeini est en exil. Au début en Turquie, en Irak, et à la fin à Neuf-le-Château. Et selon la légende, Khomeini, qui est une sorte d'anti-féministe, et Marguerite Duras, le proto-féministe, ils se rencontraient ou ils se croisaient dans les rayons de supermarché à Neuf-le-Château et ils discutaient de quelle sorte de pâte acheter. Et j'adore juste cette image de Khomeini dans ses chaussons, ses chaussons un peu en train de regarder le type de pâte, et Marguerite Duras qui devait peut-être pas la saquer du tout, je pense. Et
Et cette prise des otages était très instrumentale dans les élections américaines. À un certain moment, en fait, ce que les Iraniens revendiquaient, c'était que le Shah soit rendu en Iran pour être mis en examen et pour des crimes contre le peuple iranien, ce qui n'a jamais été le cas. Et quand ils ont compris que les Américains n'ont jamais rendre le Shah, ils ont juste fait de sorte que le président tombe. Ils voulaient juste montrer leur pouvoir, en fait. Donc ils ont fait de sorte que Carter soit battu aux élections. Et d'ailleurs, Carter a été battu avec les marges le plus important depuis l'historique des élections présidentielles américaines. Il n'y avait jamais une marge aussi grande entre le vainqueur et le battu. Et Khomeini, qui retournait dans son pays, il est retourné accompagné du pilote d'Air France, ce qui était un symbole, une image très très importante pour les Iraniens, parce que c'était quelqu'un quand même qui était parti en exil, dont le fils a été tué par le Shah, et qui reviennent en vainqueur avec une Boeing 747, que pour lui, le pilote qui l'accompagne. Donc c'était une sorte de moment, un couronnement en fait de son propre pouvoir. Pendant toutes ces années d'exil, les sermons de Khomeini étaient en contrebande, étaient importés en Iran en cachette avec des cassettes. Et ils étaient joués en public. Et c'était une sorte d'équivalent de samizdat pendant les années communistes, des sortes de publications faites à la main. Et certains, bien sûr, soutenaient toujours le Shah, comme cette dame-là, et d'autres qui avaient coupé la tête du Shah et l'avaient remplacé avec le visage de Khomeini dans le billet d'Oman, de l'argent iranien. En 2009, quand il y avait les émeutes quand il y avait des manifs contre les élections présidentielles et l'élection d'Ahmadinejad, les gens ont commencé à se servir aussi de l'argent comme une forme de proteste, de désobéissance civique. Par exemple, ici, il est écrit « Où est ma vote ?» et d'autres il y avait écrit sur le billet de 5 toman, qui était à l'époque l'équivalent de 4 euros, mais maintenant c'est même pas 1 euro. Il y avait écrit « Vive Mousavi ». Mousavi était l'opposant, le réformiste, qui est toujours d'ailleurs sous arrêt de maison à Téhéran, et mort au régime qui a triché son peuple. Mais ce qui est important aussi de se rappeler, c'est que la révolution iranienne était une révolution pluraliste. Il y avait des nationalistes, des marxistes, des trotskistes, des islamistes. Et comme la révolution en Égypte, les islamistes ont écarté les autres tout de suite après. Mais cette révolution est aussi unique dans le sens où c'est la seule révolution qui a promis un résultat métaphysique. C'est-à-dire, normalement, les révolutions sont basées sur des promesses qu'on ne peut jamais tenir, n'est-ce pas? Genre, même aujourd'hui, disons même la révolution de Bernie Sanders aux États-Unis, l'idée c'était qu'on va faire de sorte que les études en Amérique soient gratuites. Si on connaît un peu l'Amérique, on sait très bien qu'on le veuille ou pas, bien que ça soit une très bonne idée, ça ne se fera jamais. C'est pas possible dans les États-Unis qu'on a aujourd'hui. Mais à l'époque, cette révolution iranienne n'a pas promis des choses sur cette terre, sur cette vie-là. Il a promis des choses, une sorte de salvation, une sorte comment on dit salvation? Un salut dans l'autre monde. Et on pourrait dire que soit c'est très malin, ou soit c'est très bête, parce que à partir du moment où on saura s'ils avaient raison ou pas, on sera déjà mort. Donc on ne peut pas les voter hors de pouvoir, on ne peut pas manifester après, c'est fini. Donc cette révolution avait une sorte de plan ou de but métaphysique, mais il y avait des tensions depuis le début. Par exemple, même dans le nom de République islamique de l'Iran, on a une tension dans le nom même. Parce qu'une république est responsable à son peuple, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'idée de res publica. Mais une théocratie, d'un côté, le mot islamique, elle n'est pas responsable à un citoyen ou au peuple. Elle est responsable à Dieu. Donc, depuis 30 ans, depuis le début, il y a cette tension dans le régime iranien, une tension que malheureusement, on
on oublie, parce que souvent on a tendance à penser que le régime est monolithique, que l'Iran, que le gouvernement est fait de gens qui ont tous une même idéologie, alors que ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, le président Rouhani, il est réformiste. Donc, il y a des moments très tenses entre lui et Khamenei, qui est le leader suprême. Et donc, en 2009, il y avait les partisans d'Ahmadinejad qui voulaient tirer le pays, qui voulaient retourner aux sources, ce qu'ils appelaient les origines de la révolution, c'est-à-dire la révolution théocratique. Il y avait d'autres qui disaient qu'il faut absolument qu'on réforme, qu'on fasse de sorte que ça soit de plus en plus accountable, responsable au peuple. Il y a 3 semaines, on en parlait, la dernière conférence, on a parlé de cette figure de Mollah Nasreddin, cette figure antimoderniste qui est toujours assis sur son âne à l'envers, qui va dans le futur, mais en marche arrière, un peu comme ça. Et cette figure d'antimoderniste, il est assez utile pour nous pour penser la révolution iranienne aussi, parce que justement, c'est une façon de regarder le passé, parce qu'une théocratie islamique n'avait pas existé depuis 1000 ans. Donc, depuis très très longtemps. Donc, on dit toujours que c'est une révolution réactionnaire, mais on peut dire l'inverse. On peut dire que l'idée de ramener quelque chose de 1000 ans, il y a 1000 ans, dans le 21e siècle, le 20e siècle, c'est forcément quelque chose de radical. C'est-à-dire comment on intègre un modèle médiéval dans un monde qui est technocratique presque, ou technologique, post-industriel. Et la révolution iranienne ressemblait à la révolution russe dans une autre sorte, pour une autre raison. La raison suivante, c'est que c'était une révolution impérialiste, mais qui a commencé comme anti-impérialiste. Donc, je vais expliquer pourquoi. Comme les Russes en 1917, ils ont jeté les influences, les Anglais, les Allemands, les Français dehors, pour par la suite se repartir partout dans le monde. Donc, par la suite, il y avait le bolchevisme qui était derrière la révolution en Chine, derrière la révolution au Vietnam, en Cuba, etc. Et pareil avec l'Iran, c'est une raison pour laquelle l'Amérique voulait faire un grand accord, un grand bargain avec l'Iran récemment, c'est parce que l'Iran est impliqué dans presque tous les conflits dans le Moyen-Orient. Il n'y a pas un pays qui est autant impliqué dans tous les conflits. Que ce soit l'Afghanistan, la moitié de l'Afghanistan, donc tous ceux qui ne soutiennent pas les talibans sont du côté de l'Iran. En Irak, les chiites sont dans la poche des Iraniens. Au Liban, le Hezbollah a été conçu par l'Iran. Palestine, le Hamas et le Hezbollah sont encore soutenus par l'Iran. Le Kurdistan aussi un grand rôle vis-à-vis de l'Irak, la Turquie. Et finalement, je pense que c'est tout. Ouais, tous les 6 pays. Donc, et la Syrie. Malheureusement, la Syrie, la plus importante, je dirais aujourd'hui, où l'Iran joue un rôle néfaste aussi de soutenir le régime d'Assad. Mais moi, je dirais que l'Iran n'est même pas un pays du Moyen-Orient. C'est ça qui est bizarre. Pour moi, l'Iran est un pays plutôt d'Asie centrale et de Caucase, du point de vue linguistique. Le perse qu'on parle, c'est une langue indo-européenne. Donc, pour donner quelques exemples, les mots pour fille en perse, c'est dokhtar. Le mot pour père, c'est pedar. Le mot pour mère, c'est modar. C'est presque le latin. Dokhtar, c'est l'allemand en prononcé. Alors qu'elle utilise l'alphabet arabe, la langue elle-même est indo-européenne. Ethniquement, l'Iran, c'est encore un pays très divers, mais les Farses ou les Perses ou les Kurdes ou les Azéris c'est pas un peuple sémite comme les Arabes. C'est un peuple qui a plus en commun avec les Azerbaïdjanais ou avec les Tadjiks. D'ailleurs, la langue perse est parlée la moitié de l'Ouzbékistan, presque tout le Tadjikistan et la moitié de l'Afghanistan. Donc, la langue perse était une langue, c'était pas une lingua franca, mais c'était une langue littéraire qui était utilisée de l'Empire ottoman jusqu'aux Chine, jusqu'aux Ouïghours de Xinjiang du XIIe siècle au XVIIe siècle. Donc c'était la langue la plus répandue au monde avant l'anglais aujourd'hui. Il y a d'autres points de cette révolution ou de cette théologie iranienne qui ont été repris par d'autres. Une des idées, c'est l'idée de martyr, le shahid en islam.
comme vous vous débrouillez dans la différence entre le sunni et chiite, plus ou moins. Donc, les chiites, qui sont la minorité des musulmans, qui représentent 20% des musulmans, ont une sorte de... Ils diraient qu'ils ont une certaine monopolie sur l'idée d'être victime ou d'être martyr. Parce qu'ils étaient les minorités, parce qu'ils étaient toujours persécutés, opprimés, et parce que les deux petits-fils du prophète Mahomet ont été tués par le calife Hossein Hassan, des deux côtés d'Ali. Ali, c'était le beau-fils du prophète. Donc, même cette idée de martyr, c'était quelque chose qui était spécifique aux chiites jusqu'aux années 70-80. C'est-à-dire récemment, tous ces attentats suicidaires des sunnites, c'est une stratégie qui est empruntée aux chiites. Et d'ailleurs, c'est une stratégie qui était toujours qui était toujours restreinte limitée au Moyen-Orient. Ça n'a jamais été exporté. Il y a certaines choses qui n'ont pas été exportées aussi bien, et un peu moins sérieux, comme l'idée de monosourcil. Donc, si vous avez un monosourcil en Occident, c'est foutu. Vous n'avez pas de chance avec les garçons ou les filles à l'école, je peux vous dire, parce que j'ai eu cette expérience. Si vous avez un sourcil qui est relié ici, oubliez vos chances avec les autres à l'école. Votre vie sociale est finie. Mais ce qui est intéressant, c'est que les monosourcils dans le Moyen-Orient, c'est l'inverse. C'est un signe de virilité pour les hommes ou un signe de beauté chez les femmes. Si vous avez vu des peintures Hajar du 19e siècle perse, les femmes ont un énorme monosourcil sur la tête. C'était parce que c'est une sorte de troïka, une triumvirate, un trio de beauté. C'est les yeux, les cils et les sourcils. Comme ici, on voit dans les Abul Fazl et Imam Hussein, le petit-fils du prophète à gauche. Mais comme on voit, par exemple, ici, avec Dukakis, qui était le candidat un peu malchanceux présidentiel, qui avait un monosourcil en Amérique en 92, non? En 88, avec Bush, père. Donc nous, on a fait un projet qui s'appelait le Manifeste des monosourcils. On avait un ballon où il y avait écrit « hot », genre très chaud, très costaud, avec un exemple de quelqu'un qui a un monosourcil, et l'exemple occidental de quelqu'un qui n'est forcément pas hot, qui est Bernie. Bernie, c'est ça? Bert, pardon. Bert qui est considéré comme un loser, pas un loser, mais un comment dire, une grosse tête un peu. Mais d'autres idées aussi ont été exportées par la révolution iranienne. Par exemple, la géométrie sacrée. Dans l'islam, l'idée c'est que la figuration est interdite. Donc c'est pour ça qu'on voit, si vous allez en Afrique du Nord ou dans beaucoup de pays musulmans, vous voyez ces formes ou ces patterns, ces motifs sublimes de géométrie sacrée, mais souvent c'est en bois ou bien en céramique ou peint. Les Iraniens, en étant très typiquement de leur indulgence, ils ont fait une sorte de version bling de ça. Donc les Iraniens, du coup, ils font une version en miroir mosaïque qui est sublime. Si jamais vous avez l'occasion d'aller en Iran, et je vous le conseille, dans le mosquée qui est le lieu où est enterré un des imams, de 12 imams de chiisme, Imam Reza, à Mashhad, dans l'est du pays. Imaginez un mosquée qui fait presque la moitié d'un arrondissement à Paris, carrément, de cette taille-là, et entièrement en mosaïque miroir, donc des morceaux de 3 cm par 4 cm en relief, légèrement en relief. Donc, mais c'est sublime, c'est vraiment l'expérience spatiale, architecturale le plus luxueux que j'ai jamais vécu. On dirait une sorte de mélange de Swarovski rencontre Kubrick l'année 4000. C'est vraiment presque de la science-fiction. Et là, juste pour donner une idée d'échelle, ça c'est le mosquée de Zainab à Damas. Là, on est déjà à 8 mètres au-dessus des têtes. Donc je ne pouvais pas prendre toute l'image en tout l'intérieur, mais vous voyez, ça donne une certaine idée de l'espace. Ça, c'est juste un détail à droite. Donc, ce que l'Iran fait
exactement comme les communistes ont fait après 1917, c'est-à-dire ils ont exporté leur langage visuel de social-réalisme ou de constructivisme ou du suprématisme. Donc l'image de Che Guevara qu'on connaît tous est influencée par le constructivisme, l'avant-garde russe, qui a coïncidé avec la révolution russe. Les Iraniens font pareil quand ils construisent ou ils financent un mosquée chiite dans un pays qui n'est pas le leur, comme à Damas, en Syrie. Ils mettent leur marque dessus, ils mettent leur estampe, leur motif, et leur motif ou leur style, c'est cette mosaïque miroir. Nous, on a fait une œuvre qui s'appelle Resist, une œuvre qu'on regarde de face, et on voit pas grand-chose, sauf une sorte d'abstraction, une pattern abstrait. Et quand on regarde de côté, il y a une phrase qui sort qui dit « Resist, resisting God ». Donc, comme je disais, ce qui est intéressant aussi de la révolution iranienne, c'est de combien elle s'est inspirée de la révolution russe. C'est intéressant parce qu'on ne s'attendrait pas à ce qu'une révolution ou disons une révolution qui était largement théocratique, religieuse, s'inspirait d'une révolution qui était athée. Vous voyez, donc ici, on a le fameux image de Lénine à la tribune qui a servi d'influence aussi pour les Sitski, le fameux collage. Et on dirait des copies-collées, exactement la même, avec Nawab Safavi, un islamiste des années 50, qui est commémoré aujourd'hui en Iran comme quelqu'un qui a pas pu aboutir à la révolution iranienne. Et exactement comme aujourd'hui, Khamenei se met toujours à côté de Khomeini, son prédécesseur. Une façon de se légitimiser, le leader suprême actuel, avec le père de la révolution. Et ça vous rappelle quelque chose? Ça vous rappelle quelqu'un? Non? Staline qui faisait toujours pareil avec Lénine. C'est une façon de se renforcer sa légitimité. Et on peut aller plus loin, parce que dans les deux cas, il y avait une troisième personne qui était censée prendre le pouvoir. Chez les communistes, il y avait Trotsky, qui était écarté. Et chez les Iraniens, il y avait Montazeri, qui s'est porté plainte, ou qui a critiqué le gouvernement pour avoir liquidé, pour avoir tué des prisonniers politiques. Et du coup, écarté. Donc, dans la grande tour en Iran, il y avait sa tête avant pour être remplacé par celui de Khamenei. Et on peut aller plus loin aussi, le constructivisme russe. Ici, le Kloutsis, très connu, le constructivisme anti-Shah à droite. Et dans les deux cas, il y avait un philosophe, disons le philosophe de la révolution iranienne, c'était quelqu'un d'assez intéressant qui s'appelle Ali Shariati, qui avait fait des études avec Sartre, qui a traduit Fanon pour la première fois en perse. Et c'était quelqu'un qui était très clé parce qu'il a réussi à trouver une sorte de juste milieu entre le marxisme et l'islamisme. Et pour expliquer aussi combien la révolution iranienne, même quand elle a été récupérée par les islamistes, elle est restée gauchiste. La preuve, c'est que tous ces artistes qu'on connaît d'Iran, on parlait de réalisateurs à l'instant, Mahmal Baf, Panahi, etc., Robadi, toute cette génération de réalisateurs, ce sont des gens, ou des artistes aujourd'hui contemporains, ce sont des gens qui sont issus d'une classe moyenne qui a profité de cette révolution. Parce que cette classe moyenne qui est d'ailleurs, les femmes aujourd'hui dans les universités iraniennes, il y a plus de femmes que d'hommes, il y a plus de femmes qui font des études en Iran depuis la révolution que jamais avant, qui va à l'encontre encore de l'idée qu'on se donne de l'Iran, où la femme est forcément toujours opprimée. À tel point qu'il faut des quotas, une discrimination positive pour laisser des places aux hommes. Sinon, ça serait carrément 72% de femmes et pas assez d'hommes aux universités. Donc, ils font des limites sur les femmes pour être un peu plus équilibré. Ça reste toujours 50-50 femmes, 55 femmes, 45 hommes. Mais le livre de Shariati, encore une fois, le fameux livre de la révolution russe, Что делать, que faire, What is to be done, qui est écrit par Tchernyshevsky à la fin des années à la fin du 19e siècle, le titre a été repris par Lénine, Que faire, et le livre de Shariati, presque pareil, Que faire. Donc tout ça, ce n'est pas une coïncidence, c'est voulu, c'était motivé d'une certaine façon, pour une raison très, très particulière. Une des idées très importantes aussi de la révolution iranienne, c'est cette idée de Gharb Zadegi, comment on dirait ça?
occidentosis. C'est une sorte de maladie. Les islamistes accusent tous les gens qui veulent des réformes ou qui veulent une sorte de société civique, ils les accusent d'être contaminés par l'Occident. C'est un peu comme l'antisémitisme. Dès qu'on l'accuse quelqu'un de l'antisémitisme, c'est très difficile de s'en sortir. Et en Iran, c'est l'équivalent, c'est l'occidentosis, c'est-à-dire vous êtes victime de l'Occident, vous êtes un fan de l'Occident. Et donc, un détail qui est assez intéressant, c'est la porte du cravate. La porte du cravate, c'est quelque chose qui est partagé par toutes les différentes factions du spectre des politiques en Iran, qu'on soit de gauche ou qu'on soit de droite, parce que pour la gauche, c'est un symbole du capitalisme, et pour la droite, c'est un symbole de l'Occident. Qu'est-ce que c'est un cravate d'un homme, en fait? Finalement, ça ne sert à rien. C'est une sorte de détail indulgent pour certains, un peu, disons, narcissistes, selon les Iraniens, hein, rien de personnel. mais j'explique juste, donc ici on a la droite, la gauche et disons un peu le centre-droite. Mais cette idée de leaders qui doivent ressembler à leur peuple, c'est quelque chose, encore une fois, qui remonte au Pierre le Grand. Parce que souvent, on dit que les graines d'une révolution sont semées ou c'est le début d'une révolution, c'est à partir du moment où le leader ne ressemble plus à son peuple. Et en Russie, c'était pas en 1905 ou 1895, c'était en 1700, quand Pierre le Grand est allé aux Pays-Bas, en Europe, son grand tournée de l'Europe. Il est retourné dans son pays et il a dit à tous les boyards, il faut que vous vous coupez la barbe. Interdiction de barbe. Si vous continuez à avoir une barbe, vous payez une taxe. Et la blague, c'est qu'il était à table aux Pays-Bas et il y avait des pattes qui sont restées dans sa barbe. Il avait honte, quelqu'un s'est moqué de lui. Donc il est retourné dans son pays, il a dit fini les barbes. Et il a demandé à tout le monde de s'habiller en hollandais, en européen. C'est pareil en Iran. En Iran, en 1936, la voile, le chador, a été interdite. Et un journaliste anglaise à l'époque, une femme, a écrit à Londres, à son journal, elle a écrit d'interdire du jour au lendemain aux femmes de sortir avec une voile, c'est l'équivalent d'interdire aux femmes européennes de porter une blouse. C'est-à-dire, c'est de les forcer d'aller torse nu du jour au lendemain. Encore une fois, de notre perspective ici, on a tendance à penser que la voile, elle est forcément un outil d'oppression ou de persécution, mais en fait, à l'époque, c'était très violente. C'était fait presque trop vite, d'une certaine façon. Finalement, pour en finir avec l'Iran, je parlerai juste de cette idée de prolétaire anonyme. Si dans l'Union soviétique, le communisme, le travailleur anonyme était fêté tout le temps, le fermier, l'ouvrier, etc. En Iran, parce que c'était déjà 70 ans plus tard, on vivait déjà dans une époque plus égoïste, c'était chaque martyr. Donc chaque martyr a son 15 mètres de célébrité, pour reprendre les paroles de Warhol un peu. C'est-à-dire, ici, c'est quelqu'un qui est mort pour la guerre en Irak, mais même ceux qui n'ont pas réussi, par exemple, celui-là, il était envoyé pour le fatwa contre Salman Rushdie, l'écrivain. Vous vous souvenez? Il y avait un fatwa sur lui. Lui, il est mort en route de la diarrhée, mais il a quand même reçu son muraille en centre de Téhéran. En fait, toutes ces murailles sont en train d'être effacées en ce moment, parce que la révolution est en train de se rebrand, se repositionner, essayer de trouver une façon plus adepte, plus actuelle aux jeunes. Donc, on a fait une sorte de travail d'archive, de documentation de tout ça en 2004, mais de plus en plus, on n'en trouve plus. Donc, 89. Passons à un pays un peu plus proche géographiquement et qui a plus de problèmes aujourd'hui, je dirais, que l'Iran. L'Iran est plutôt en bonne route, je dirais, en bonne santé, une bonne direction, mais la Pologne, c'est autre chose.
Donc, en 2009, on a commencé à voir, quand on a fait cette recherche, c'était avant les élections présidentielles en Iran, on a juste commencé, on nous avait demandé, un journal allemand qui s'appelle 032C, biannuel, nous avait demandé de comparer ces deux dates, 89 et 79. Et on s'est tourné vers la Pologne parce qu'on a décidé, pas pour des raisons biographiques, qu'on pourrait penser, mais en fait, c'était il y a un consensus là-dessus, c'est la Pologne qui a réussi à maintenir une sorte de momentum, une énergie qui a fait tomber le communisme d'une façon que la Tchéquie et la Hongrie n'ont pas pu faire. Pourquoi? Malheureusement, on vit dans une époque qui a toujours besoin des images iconiques, sexy, des chutes de murs, la chute du statue de Dzerzhinsky à la place Lubyanka à Moscou, l'exécution de Ceausescu, par exemple, en Roumanie, à Bucarest, etc. Mais la Pologne, elle n'a pas fourni ces images. La Pologne, c'est un pays très plat, je dirais presque pour les gens, un peu boring, un peu ennuyeux. Et donc, elle a fait le travail nécessaire qui était derrière la scène, disons, un travail de fond qui ne se prête pas toujours aux actualités. Et une des raisons, une des faits de cette révolution, d'ailleurs, qui ne s'inscrit pas dans un discours, disons, à la mode, c'est l'idée de la religion, comme disait Nicolas. On a tendance à oublier que l'Église catholique est une Église a joué un rôle très progressiste pendant le mouvement Solidarność, parce qu'elle a joué un rôle de médiateur entre le gouvernement de Jaruzelski et les travailleurs de Solidarność. Et de guerre, la loi martiale. Après, oui, pardon. Mais après. Donc, même certaines idées comme les idées de circuiter les interdictions de manifestation, que les Iraniens ont repris. Par exemple, quand une manifestation est interdite légalement, si on fait une manif sans dire un mot et sans pancarte, c'est peut-être pas considéré une manif. Des manifestations un peu silentes, que les Iraniens aussi ont prêté des stratégies de la Pologne. S'il y a une image iconique de la Pologne, c'est celui-là, je pense, où il y avait écrit sur le mur de Gdańsk. À Gdańsk, il y avait c'est là où le mouvement travailleur des ouvriers a commencé. Et c'est là où il y avait on voit dans cette phrase, cette graffiti, Tylko solidarność i cierpliwość, seulement la solidarité, la patience nous rendront la victoire. C'est-à-dire, c'est une façon très lente. La Pologne a pris une route lente, méthodique et presque petit à petit, très incremental, pour faire tomber le communisme. Et cette idée, c'est quelque chose qu'on peut voir aussi dans d'autres pancartes. CSSR, c'est la Tchécoslovaquie. La Tchécoslovaquie, la révolution a pris 10 jours. Le GDR, en Allemagne de l'Est, a pris 10 semaines. L'Hongrie a pris 10 mois et la Pologne a pris 10 ans. Donc elle était le moteur en fait de tous ces mouvements-là. Et si Shariati était le penseur de la révolution iranienne, d'une certaine façon, on pourrait dire, ou le stratégiste de la révolution polonaise, c'était le rédacteur en chef actuel de Gazeta Wyborcza, le quotidien le plus grand en Pologne, Michnik, qui était une activiste qui était en prison plusieurs fois pour son activité contre le gouvernement communiste. Et ce gouvernement communiste a dû céder en fait le pouvoir aux travaillistes. À un certain moment, il y avait d'ailleurs ces idées-là qui sont toujours très contestées aujourd'hui en Pologne. Malheureusement, la Pologne est en train de se retourner vers le passé au lieu de se regarder vers un avenir, ou est en train de revisiter des questions qui devraient être un peu, je dirais, mises à l'écart. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui ont accusé les Polonais et les leaders de Solidarność d'avoir trahi la lutte contre le communisme quand ils sont mis d'accord pour négocier avec le pouvoir. Il y avait un grand
réunion qui s'appelait la réunion de la table ronde, où il y avait assis à table les leaders de Solidarność et les leaders communistes. Et beaucoup de gens, des factions plus radicales, ont dit mais vous ne devrez jamais vous mettre à table avec le pouvoir, un pouvoir qui avait d'ailleurs mis en prison. Donc Michnik, je ne sais pas où il est assis ici, mais il était assis à côté du général qui était responsable pour ces années en prison, juste à côté. Et Michnik même lui-même a dit mais bien sûr j'avais envie d'avoir la vengeance. Mais la vengeance, elle ne mène pas à grand-chose. Si on commence à avoir recours à la vengeance, c'est une sorte de cercle vicieux qui se termine jamais. Donc à un certain moment, il faut avoir ce qu'on appelait la gruba linia. En russe, on dit, moi je ne parle pas polonais, je me débrouille un peu, je parle russe, la ligne épaisse, une sorte de ligne large, une ligne dans la sable, à partir duquel on ne va plus se poser des questions sur le passé. Donc, ce qui a précédé ce moment-là, on laisse, on continue à se regarder, on essaie tous ensemble de regarder vers le futur. Et les résultats de cette réunion étaient les premières élections partiellement libres dans le pays du pacte de Varsovie. Et pour ceux qui croient à la numérologie, ces élections ont lieu le 4 juin 89, le même jour du massacre de Tiananmen et le même jour de la mort de Khomeini. Donc devant les leaders de Solidarność, comme Michnik a dit, il a dit on avait deux pistes devant nous. On pouvait prendre la piste iranienne, qui était une révolution populaire, une vraie révolution populaire en 79, mais qui était déjà, 10 ans après, qui s'était déjà converti en autorité autocratique, en gouvernement complètement autocratique, donc qui avait complètement perdu le fil de la révolution. Ou bien on peut prendre la piste chinoise, où un massacre, on ne sait d'ailleurs toujours pas combien de gens sont morts sur la place de Tiananmen. Est-ce que les estimations sont aux alentours de 20 000? Et lui, il a dit, mais c'est pour ça qu'on a choisi une autre route qui serait une route de compromis. D'ailleurs, le mot compromis, c'est un mot qui est souvent considéré comme sale par les révolutionnaires. Je dirais même, c'est un autre mot, c'est un peu comme le monosourcil. On peut distinguer des divergences culturelles à travers ce mot-là. Parce que le compromis, dans l'Orient, c'est considéré comme une sorte de réussite. C'est considéré une sorte d'accomplissement. De pouvoir arriver à un compromis, c'est considéré un art en soi. Alors que le compromis, souvent dans la pensée révolutionnaire occidentale, est considéré comme une sorte de défaite cynique, trahison, etc. Et donc Michnik disait qu'avant de pouvoir courir, avant de pouvoir même marcher ou courir, il faut pouvoir aller à quatre pattes. Il faut avoir une progression des idées et des motivations, des objectifs de la révolution. Donc en 2009, quand on a commencé à faire cette recherche, les élections présidentielles ont lieu en Iran et on a découvert que ce n'est pas que aujourd'hui, ce n'est pas que l'époque en 2009 que les Iraniens regardaient vers la Pologne, mais il y avait plusieurs instances de convergence entre les histoires de ces deux pays-là, complètement inattendues. On dirait de la fiction presque. Par exemple, un exemple, c'est que dans le XVIIe siècle, on a tendance à penser la Pologne comme un pays victime, toujours aux proies de l'Allemagne et de la Russie. Mais la Pologne était un pays empire à un certain moment. Dans la fin du XVIIe siècle, avec la Lituanie, c'était un pays qui, si vous demandez aujourd'hui aux Lituaniens, ou bien même aux Ukrainiens de l'Occident, eux, ils n'aimaient pas la polonais parce que la langue polonaise était obligés de le parler. Donc c'était un empire presque colonialiste, on pourrait dire à un moment. Mais aussi un empire qui était très ouvert. Par exemple, à l'époque, il y avait plus des membres du Parlement, du Sejm polonais, musulmans, qu'on a dans n'importe quel pays aujourd'hui en Europe. À l'époque, les aristocrates, les princesses polonaises pouvaient se marier aux Tatars musulmanes
c'était permis, alors qu'aujourd'hui, je ne connais pas de famille royale qui va au Liban pour trouver des fiancés, des maris. Donc, il y avait une sorte d'ailleurs, il y avait un mouvement qui s'appelait le sarmatisme. Le sarmatisme, c'est un mouvement littéraire, historico-romantique, où les aristocrates polonais croyaient qu'ils étaient les héritiers, les descendants d'un tribu perse perdu sur les côtes de la mer Noire. Donc, les Sarmates étaient un vrai peuple, mais cette idée, c'est complètement farfelu, elle n'a jamais été prouvée, mais pour eux, c'était très important parce que c'est une façon de se distinguer des aristocrates occidentaux. À l'époque, les aristocrates occidentaux, si on se souvient des peintures flamandes, par exemple, ils s'habillaient presque d'une façon, les hommes, presque en façon féminin, alors que eux, ils se prenaient l'Iran ou la Perse comme une sorte d'origine mythique pour renforcer leur masculinité, une sorte de machisme. Donc toujours épée, à cheval, grand fourrure. Et ça menait à certains moments assez drôles. Par exemple, quand le Polonais Jan Sobieski est arrivé pour renforcer les Autrichiens à la bataille de Vienne contre les Turcs, les Polonais étaient habillés d'une façon indistinguable des Turcs. Ils ressemblaient à des Turcs. Donc on ne pouvait pas distinguer entre ce qui était l'ennemi et ce qui était les alliés. Ça, c'était les Polonais qui s'habillaient comme ça. Donc une sorte d'idée, une idée qui s'était faite des Orientaux à l'époque. Un autre exemple d'histoire en commun, c'est que pendant la Deuxième Guerre mondiale, Staline avant la Deuxième Guerre mondiale, excusez-moi, il y avait le pacte Molotov-Ribbentrop, un pacte entre Staline et Hitler pour partager la Pologne. Hitler avait le pouvoir sur la Pologne occidentale et Staline sur la Pologne orientale. Ce qu'il a fait, Staline, c'est qu'il a envoyé toute la classe officière des soldats et les généraux dans les goulags en Sibérie pour s'en débarrasser. Et quand Hitler a envahi la partie, quand il a trahi la pacte, quand il a envahi la partie orientale, Staline s'est trouvé sans armée, avec personne pour défendre la Pologne. Ce qu'il a fait en secret avec Churchill et Roosevelt, il a fait passer tous ces 200 000 prisonniers politiques, on peut dire, tous ces 200 000 soldats avec leurs femmes, les généraux, etc., les enfants, des goulags en Kazakhstan, en Sibérie, il les a fait passer en Iran pour reprendre la force, pour se remettre en santé, pour ensuite aller aider les Alliés, défendre la Pologne. Et c'est assez tragique parce que dans la première semaine après leur arrivée en Iran, presque 10% de cette population de 200 000 sont morts. Pourquoi? Ils sont morts d'avoir trop mangé. Parce que pendant 2 ans, ils n'avaient rien mangé. Ils arrivent en Iran. L'Iran est plein de nourriture, de fruits, de légumes, et leur corps ne pouvait pas soutenir ou vivre ce changement dramatique. Et d'ailleurs, c'était la seule. L'Iran, c'est un pays qui est toujours. D'ailleurs, je pense que jusqu'à récemment, l'Iran était le 3e pays au monde par pourcentage des réfugiés au monde, de sa population. L'UNHCR a toujours classifié l'Iran parce que l'Iran a toujours été, plus ou moins, mais souvent, été le seul pays stable dans une région qui ne l'était pas. Par exemple, les réfugiés afghans viennent en Iran d'abord. Les réfugiés des communistes en pays Asie centrale venaient en Iran. Et des pays arabes, malheureusement, aussi venaient en Iran. Donc, ça, c'était la première fois qu'il y avait une immigration européenne et pas de la région. Donc, il y avait 200 000 blondes aux yeux bleus en Iran tout d'un coup. Mon grand-père, il se souvient toujours d'un jour où il se levait, il était petit, il va dans la rue et il voit pour la première fois de sa vie des filles de 5 ans avec des cheveux blonds et des yeux bleus. Il n'avait jamais vu de sa vie. Et il y avait même des histoires assez touchantes, comme quoi un ours a été adopté, un ours qui s'appelle Wojtek, qui était abandonné dans la campagne. Les Polonais l'ont trouvé, ils l'ont élevé comme un soldat. Donc l'ours, il pensait qu'il était un homme. Il buvait de la bière, il fumait des cigarettes, et il l'aidait sur le front. Donc le jour où les Anglais viennent chercher les Polonais dans la Golfe Perse, les Polonais
ils ont tous des cartes d'identité pour embarquer, pour monter dans le navire. Et l'ours, il arrive, et les Anglais me disent, mais vous prenez pour qui? On va pas laisser un ours monter dans le bateau. Et ils ont fourni, ils avaient déjà préparé un passeport pour lui. L'ours est parti en Italie. C'est pas une blague. Il a travaillé aux côtés des soldats polonais à Montecatini, à la bataille de Montecatini. Et il a fini ses jours en Écosse, dans un zoo, très triste. Mais c'est comme ça que ça s'est terminé. Quand on a décidé la question souvent qui se pose, c'est quand on fait cette recherche, comment on traduit cette recherche dans une installation, une exposition, un travail artistique, disons, plus ou moins traditionnel. Et nous, ce qu'on avait fait, c'est on a créé des bannières tous cousues à la main qui partageaient, comme on dit dans le langage de business, the best practices. Donc, partager les leçons de la révolution anticommuniste polonaise avec les Iraniens et vice-versa. Donc, par exemple, il y avait des bannières, par exemple, qui disaient « Pomoż milicji, spasuje se sam » « Aidez la milice, battez-vous vous-même » qui utilisait l'humour des Polonais contre la solidarité, contre le communisme, dans un contexte musulman. Pourquoi le mihrab? Le mihrab, parce que le mosquée est considéré comme un lieu d'asile pendant ce genre d'émeute, exactement comme l'Église catholique a joué de médiateur. Ou bien, comme vous voyez sur la façade ici, il y a une œuvre où il y a écrit Long live, death to. Et cette œuvre-là, justement, c'est une façon de condamner les condamnations et de célébrer les célébrations. Donc, au lieu de dire vive, par exemple, la France est mort à l'Amérique, par exemple, on dit vive, mora. Et on a créé une sorte la première fois que c'était exposé, on avait créé ça dans une sorte de pavillon pour le biennale de Sharjah, juste à côté de l'église, de mosquée chiite de Sharjah, dans les Émirats. Et les gens étaient invités à justement occuper la place, genre être dans l'espace, et soit ils pouvaient réfléchir aux messages, aux textes qui sont écrits sur ces bannières. D'ailleurs, ces bannières-là sont tous cousues, faites à la main par soit les Polonais, les catholiques, soit les chiites. Parce qu'une autre chose qu'on a remarqué, c'est qu'il y a des résonances, des parallèles entre le chiisme et le catholicisme qui est assez intéressante. Par exemple, les 12 apôtres. Ouais, les 12 apôtres. Il y a Jésus qui est censé venir à la fin. Nous aussi, les chiites, on a 12 imams et on a quelqu'un qui est censé venir à la fin, au jour du jugement. Donc, c'est une accusation d'ailleurs que les sunnites font aux chiites et que je trouve plutôt valide, légitime, c'est que le chiisme a rechristianisé, a réintroduit la chrétienté dans l'islam, a réintroduit le mystère dans l'islam. Et moi, je trouve ça plutôt intéressant, cette sorte de syncrétisme. Mais si on est strictement un intégriste qui pense que chaque religion vient comme une sorte de réforme de ce qui a précédé, la chrétienté, sur la foi chrétienne vis-à-vis le judaïsme, l'islam vis-à-vis la foi chrétienne, et si on veut, on peut aller plus loin, le bahaï vis-à-vis les islamistes, l'islam, etc. Donc même à part les idées, disons plutôt théologiques, il y a même des formes d'artisanat, des bannières polonais. Les Polonais, ils font tous les ans cette sorte de remise en scène de la dernière marche, la Passion. Voilà. Et les pièces de Passion, d'ailleurs, qui étaient des pièces dans les temps médiévaux, les Iraniens, les chiites, ils ont toujours cette pièce de Passion qui s'appelait le tazieh. Et d'ailleurs, c'est la seule forme théâtrale indigène au Moyen-Orient. Il n'y avait pas de théâtre au Moyen-Orient avant que les colonialistes introduisent des formes de théâtre. La seule forme de théâtre indigène, c'était la remise en scène de la bataille de Karbala, qui est la bataille où le petit-fils du prophète, Hossein, est tué par le calife.
Et ce qui est très intéressant, d'ailleurs, c'est une forme de théâtre qui a été très instrumentale, qui a servi d'inspiration dans les années 70 pour Grotowski, pour Peter Brook, pour Cantor, Tadeusz Kantor, parce que ils appelaient ça une forme théâtrale proto-brechtienne. Ce n'est pas brechtienne dans le sens qu'on comprend, mais quand on met en scène une pièce, les événements du 7e siècle, de cette bataille, le réalisateur, il fait exprès de monter sur scène et lire ses notes, et les acteurs, ils lisent leurs notes. Pas parce qu'ils ne connaissent pas les mots qu'il faut dire, ils font ça exprès. Ils ont joué ça des milliers de fois, mais ils font ça exprès pour vous rappeler, le public, qu'ils ne sont pas la personne qu'ils sont censés incarner. Parce que l'incarnation, c'est un blasphème. Donc ils créent une sorte de distance brechtienne. Et d'un moment, il y aura Napoléon qui monte sur scène. D'un autre moment, il y a Genghis Khan. Donc une sorte d'anachronisme complètement qui semble avant-garde, mais qui est une sorte d'avant-garde populiste ou pauvre, disons, du théâtre. Et ces formes d'artisanat, par exemple, les bannières sont partagées par les chiites tous les ans. Le Muharram, la flagellation, les chiites le font, comme les catholiques. Et même la peinture derrière le verre, qu'on trouve dans plusieurs pays catholiques, en Italie, en Roumanie, les chiites aussi ont cette peinture derrière le verre. Donc, cette blé aussi, pour revenir au communisme, le logo de la Banque révolutionnaire iranienne, c'est le tulipe pour le martyr, le blé comme symbole de gauche. Cette blé, ça vous rappelle aussi quelque chose, comme celui de la sceau communiste. Je finirai par juste une citation de Michnik, je pense, qui disait, je traduirai, mon obsession était qu'on devrait avoir une révolution qui ne ressemble pas à la révolution française ou russe, mais plutôt qui ressemble à la révolution américaine, dans le sens où il ne serait pas contre quelque chose, mais pour quelque chose. Une révolution pour une constitution, pas une révolution pour un paradis. Une révolution anti-utopique. Parce que les utopies mènent souvent à la guillotine et au goulag. Merci beaucoup pour votre patience. Merci beaucoup, Payam. Je vais tout de suite donner la parole à Hilde Van Gelder pour essayer d'intervenir et de réfléchir sur ce que tu as partagé avec nous. Hilde, c'est à toi. Merci, Nicole. Je vais peut-être m'installer comme devant, hein? Ça ne mange pas. Oui, bonsoir tout le monde. Tout d'abord, merci pour la gentille invitation à Nicolas Setter et à la Fondation Bogossian de pouvoir intervenir ici un petit moment. C'est un peu ingrat de devoir parler après un interlocuteur si brillant que Payam. Mais voilà, on m'a accordé la petite tâche d'élaborer un petit moment sur les méthodes de Slavs et Tatars. Et je pense, en le faisant, on pourra aussi revenir un peu au contenu de ce qu'on a entendu ce soir. L'idée est, si j'ai bien compris, qu'après, il y a aussi un moment pour la discussion et pour des questions. Voilà, donc avant d'en venir sur les méthodes de Slavs et Tatars, je voulais juste rajouter encore quelques petits éléments par rapport aux dates dont on a parlé ce soir et qui sont quand même dans l'horizon de nos pensées et peut-être on pourra y revenir aussi après. Je vais commencer par l'année 79, qui est comme si c'était un peu une année un peu bête, hein, entre 1968 et 1989, et vous avez choisi cette date comme un point de départ, et c'est quand même une année assez fascinante quand on commence à réfléchir là-dessus, un peu d'autres événements qui ont eu lieu pendant cette année. En effet, c'est l'année aussi où Margaret Thatcher est arrivée au pouvoir au Royaume-Uni. C'est assez intéressant comme élément. C'est l'année où Antonio Negri est entré en prison en Italie. Il y a bien sûr eu la révolution de l'Iran, mais il y a aussi eu la révolution en Nicaragua. Donc, le monde en 79,
il se passe vraiment des choses assez paradoxales, mais super fascinantes pour les lier. Dans la littérature, pour ceux qui s'y connaissent un peu, c'est aussi l'année où le grand roman de Peter Weiss, L'esthétique de la résistance, prend presque sa forme finale. Voilà, ce sera achevé en 81. Et pour terminer cette petite liste, c'est aussi l'année de Apocalypse Now. Donc, intéressant. Voilà, maintenant les méthodes. On va en revenir sur les dates. J'ai fait un petit chiffon de papier. Il n'est pas très... Oui. Voilà. Je vais le tenir un peu devant moi. En effet, je vais m'installer un petit moment ici, en guise de reenactment, reconstruction d'une performance que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui a eu lieu en 1964. C'est la période de l'art conceptuel et au niveau des méthodes de Slavs et Tatars, c'est quand même un moment de référence. En 1964, l'artiste américain minimal Robert Morris fait une performance qui s'appelle 21.3. Ça vous dit quelque chose? Il s'est installé devant, on m'a expliqué que le mot en français c'est un lutrin, donc comme ça, en se faisant professeur d'université, en effet professeur en histoire de l'art, et il a lu un texte d'un grand historien de l'art, oui, je vois que vous connaissez, de Erwin Panofsky, qui est quand même un des textes fondateurs de l'histoire de l'art. C'est un texte qui s'appelle Iconographie et iconologie. Je ne vais pas vous ennuyer en vous expliquant ce que c'est iconographie et la différence avec l'iconologie, quoique ce serait quand même assez intéressant. Mais donc, c'était une attaque contre l'université, contre l'académie et plus spécifiquement contre l'histoire de l'art. Une grande méfiance de la part des artistes vis-à-vis de cette discipline qui était encore relativement jeune, mais quand même bien installée, déjà en 1964, qui s'appelait l'histoire de l'art aux États-Unis. Cette idée de méfiance, c'était quand même très fort, c'était bien sûr une performance très ironique de Maurice, mais d'une grande méfiance et aussi d'une certaine agression, on peut dire, vis-à-vis du monde universitaire. Et là, je pense, si on fait référence à l'art conceptuel en ce qui concerne Slavs et Tatars, il faut quand même faire une distinction importante, c'est que le monde universitaire ou académique, pour le dire comme ça, ne sent pas cette agression. Il y a quelque chose qui a changé. Bien sûr, il y a une ironie, les performances qu'on a vues sont très ludiques, on rit, mais on n'a pas ce sentiment d'une agression. Tu dis toi-même, vous êtes chercheur, donc il y a l'aspect recherche, mais ça ne rentre pas de façon agressive dans le domaine du monde universitaire. C'est pour ça que j'ai voulu évoquer quand même cette différence avec l'art conceptuel. Et j'ai pensé un peu plus comment est-ce qu'on peut remonter dans le temps, où est-ce qu'on doit remonter dans l'histoire alors pour comprendre les méthodes des conférences performances que vous faites. Et il me semble, mais on peut en discuter, qu'un point de référence intéressant est le dadaïsme. En effet, ça nous fait remonter exactement 100 ans dans le temps, et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on se retrouve dans un moment de guerre, un moment de grand doute, 14-18, il y a exactement 100 ans. Dans le dadaïsme à Zurich, il y a des artistes comme Hugo Ball et Amy Hennings notamment, qui se mettent à la recherche, qui sont en quête de quelque chose, ils sont à la recherche d'un dialogue, d'une interaction avec un public. Ils cherchent à créer des agencements pour en sorte essayer de trouver des alternatives économiques, sociales, politiques à travers l'art. Donc là, il y a la naissance d'un désir d'artistes de performer, d'avancer des connaissances vis-à-vis d'un public, leurs connaissances à eux, mais aussi en les partageant avec leur public. Des connaissances, on pourrait dire, autre que ce qui était connu en ce moment, les tracts politiques, des livres. Voilà, donc ils procèdent par des principes d'association.
on le retrouve chez vous aussi, et ils sont à la recherche de certaines traces. Des traces, oui, voilà, hein, et qui transforment, qui traduisent dans une espèce de théâtre, performance, qui, bien sûr, remonte souvent à l'absurde, mais c'est un absurdisme, si vous voulez, qui est très productrice, c'est très, très producteur. Et il me semble que cette méthode-là, on peut quand même la mettre en relation avec les performances, conférences de Slavs et Tatars. Donc c'est une espèce de stratégie qu'on pourrait aussi identifier comme contre-hégémonique, hein, contre une certaine hégémonie de la connaissance, une idéologie de la connaissance, voilà, des institutions qui réclament la connaissance comme quoi d'autres, notamment les artistes, ne pourraient pas être à cette recherche ou ne pourraient pas en servir. Donc ça va vraiment à l'encontre de cela. Alors, hein, Iran et Pologne, ça semble absurde en premier lieu, mais comme tu l'as démontré, ce ne l'est pas du tout. Il y a des associations, des connexions, des liens qui s'instaurent, qui sont quand même très révélateurs. L'année 2009, hein, l'année de la grande crise des banques, c'est quand même le moment où vous avez créé pour la première fois cette performance. Je pense que c'est aussi une très grande année dans notre époque d'aujourd'hui, parce qu'il me semble qu'on peut en discuter, mais c'est vraiment le moment où on s'est rendu compte collectivement que la globalisation, hein, si on peut le dire comme ça, est plongée dans une très très grande et longue crise. Il y a eu cette idée, maintenant c'est la crise globale. On ne parle pas simplement de globalisation, mais il faudrait plutôt ajouter malheureusement le mot crise. Et on a fini par comprendre que peut-être l'année 89, qui est celle que vous mettez entre les deux, est le moment où s'installe cette globalisation. Dans l'économie, elle était déjà là, mais aussi dans l'art, c'est le moment dans la création artistique où on sort de cette bulle postmoderne du simulacre et les artistes se réinitie au réalisme. C'est peut-être ça le point final que je vais essayer de formuler. Il me semble que votre art, ce que vous faites, est une nouvelle recherche d'un réalisme dans l'art. Tu as quand même aussi invoqué social realism. On pourrait peut-être dire, et là c'est un terme que je n'ai pas inventé moi-même, je le prends d'Alan Sekula, hein, Nicolas l'a déjà évoqué. Sekula, il parle d'un réalisme dialogique, dit dialogical realism en anglais. Et donc, bien sûr, ce réalisme est un réalisme de style, hein, c'est un art figuratif, on reconnaît les motifs, hein, c'est un réalisme tel qu'on comprend ce mot de sa façon historique, mais c'est un réalisme qui se présente aussi dans la méthode, les artistes se mettent dans la réalité. Ce sont des chercheurs artistiques, comme on dit souvent maintenant dans le monde académique. C'est un terme qui est devenu malheureusement fort connoté, mais il me semble que c'est aussi une recherche en art, ou dans l'art, ou à travers l'art, qui se joue surtout, non seulement sur le dialogue, mais aussi sur la collaboration entre les artistes dans les collectifs, mais aussi la collaboration avec le public, tel que ce soir, vraiment essayer de s'engager dans un débat, dans un dialogue de manière assez inattendue, puisque ce genre de conférence, c'est plutôt quelque chose qu'on attendait d'un historien, dans une université, mais non, parce qu'alors, il n'y aurait pas ce public qu'il y a ce soir, il y aurait vous. Donc c'est une ouverture des artistes vis-à-vis de ce milieu, mais il faut aussi voir ça dans le sens envers que les universités, les académies s'ouvrent vers le monde de l'art et vers, à travers ça aussi, vers un public un peu plus grand. Je pense qu'il ne faut pas commencer à assimiler les choses. Les artistes ont une méfiance très saine vis-à-vis du monde académique. Il faut surtout garder ça. Mais cette ouverture est quand même très fraîche, c'est très inspirante et très rafraîchissante. Quand on t'entendait ce soir, j'ai fort pensé au mot empathie. Tu essaies aussi de créer une certaine empathie,
de ton public vis-à-vis des thèmes qui sont hyper complexes, avec une érudition incroyable, une connaissance des langues que tu possèdes. C'est vraiment impressionnant et à travers ça, il y a une vague qui passe, je voudrais peut-être essayer d'appeler une vague d'empathie et peut-être ça nous aide aussi à vraiment essayer de réinventer comment est-ce qu'on peut être moderne aujourd'hui. Voilà, c'est peut-être aussi une question pour toi, parce que tu parles des antimodernistes, mais alors dans quel sens est-ce qu'on peut être moderne aujourd'hui?